ce soir le ministre du Pétrole, M. Hamadou Tchini. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler ici non pas d'un bilan de vos activités à la tête du ministère du Pétrole, mais des perspectives à court, moyen et long terme de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole, car vous êtes nommé à ce poste il y a à peine 5-6 mois seulement. C'était le 6 janvier 2026. Alors, monsieur le ministre, au cours de cet entretien que j'ai l'honneur de conduire avec mes deux confrères Abari Amiti et Ibrahim Yero, vous allez nous dire concrètement quelles sont vos ambitions pour le secteur du pétrole, dont beaucoup de nos concitoyens attendent les retombées de l'exploitation du brut nigérien, dont l'exploitation remonte à 2012 avec la création de la raffinerie de Zander. Et pour entamer cet entretien, monsieur le ministre, cette question, monsieur le ministre, vous êtes en charge du portefeuille pétrole. Quelle politique et action concrète dans ce secteur depuis 6 mois? Mais avant de répondre à la question, il serait peut-être utile de nous faire un bref rappel de l'histoire du pétrole nigérien en guise d'introduction. Monsieur le ministre. Merci. Bonsoir à tous. À l'entame de mes propos, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements, ma gratitude à l'endroit du Monsieur le Président de la République, le général d'armée, M. Abdrahmane Tchani, Monsieur le Premier ministre, Ahmed Lamine Zane, pour l'honneur qui m'a été fait en me confiant ce département ministériel ô combien stratégique. Pour parler d'abord de l'historique du pétrole au Niger, je vais remonter dans les années 60. Les premières recherches ont commencé en 1958. C'était avec une société française qui s'appelait Petrophare, qui était en fait une filiale du bureau de recherche pétrolière en France. Et à partir des années 1970, on a eu une intensification des recherches. Donc on a eu des nouveaux partenaires qui sont venus, ESSO, Petronas. Nous avons également Elf Texaco qui sont venus. Les recherches ont effectivement donné quelques indices satisfaisants. Et véritablement, c'est à partir de 2008, avec la société chinoise CNODC, que nous avons entamé effectivement la production du pétrole avec la signature du premier contrat de partage de production à l'époque. Et depuis, donc, nous sommes devenus pays producteurs. Et si on fait le classement mondial, nous sommes 60e producteur mondial. Aujourd'hui, avec la quantité de production que nous avons, environ 110 000 barils jour. Je voudrais donner des indications qui vont nous permettre aux téléspectateurs de suivre la suite de nos discussions. Parce qu'il est important d'amener des explications par rapport au cadre contractuel dans le domaine du pétrole. Le contrat de partage, j'en ai parlé tantôt, ça consiste en quoi? Pour aller simplement, je vais faire une analogie pour venir dans l'activité agricole. Supposons, M. Kemogo, que vous êtes propriétaire terrien, donc vous avez un champ de pétrole. Et je viens vous voir, moi je suis investisseur, donc je dispose des ressources financières nécessaires et certainement de la technologie. Je vous dis, je ne sais pas si votre champ est fertile ou pas, mais j'ai besoin de faire de l'agriculture sur le champ. Vous me dites, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Mais vous sachez d'abord, moi je ne sais même pas si c'est fertile. Tout à fait. Dans ce cas, faites les recherches pour voir et vérifier si le champ est fertile. Par contre, sous cette phase, moi je ne contribue à rien. Si le champ n'est pas fertile, vous prenez vos bagages, vous partez. Tout à fait. On ne vous donne rien. Si le champ est fertile, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle le contrat. C'est essentiellement qu'on passe au contrat de partage. Donc la phase d'exploration dans le domaine pétrolier, c'est une phase à risque. On peut trouver du pétrole, comme on peut ne pas trouver de pétrole. Et je disais tantôt que ça a commencé en 58. Ce n'est qu'en 2008 qu'on a commencé effectivement à exploiter. On a signé un contrat de partage. Une fois que maintenant c'est satisfaisant, dans le contrat, on précise certaines contraintes. Et c'est dans le contrat en ce moment qu'on va dire, puisque vous avez mis de l'argent et que c'est satisfaisant, donc on peut effectivement cultiver. Je suis d'accord que quand dans la production à venir, vous allez utiliser une partie pour vous rembourser les dépenses que vous avez engagées dans le cadre de l'exploration. Donc, dans la phase de recherche pour voir si le champ est fertile ou pas. Mais je ne suis pas d'accord également pour ça. Vous me dites, je ne suis pas d'accord que vous remboursiez toutes les dépenses que vous avez engagées. Toutes les dépenses personnelles, ou bien des dépenses d'anomalies et de pénalités et amendes et autres, toutes dépenses, toutes charges, tous les coûts qui sont du fait de votre mauvaise application du contrat, vous n'allez pas pouvoir vous rembourser ça sur
la production à venir. C'est ça la notion du contrat de partage. D'accord. Et en plus, je ne suis pas d'accord que vous remboursiez l'ensemble de la production. Donc on va signer un document et on va lister pour dire, vous avez la possibilité de vous rembourser chaque année l'ensemble, le montant total des coûts d'exploration, une partie des investissements et les coûts que vous avez engagés pour faire l'exploitation de l'année. Dans le cas d'espèce d'un contrat de partage que nous avons signé en 2008, nous avons limité ces dépenses-là, la récupération des dépenses à 70%. C'est ce qu'on appelle le stop cost. OK. On va se partager que 30%. Sur les 30% qu'on se partage, c'est dedans que l'État dit, dès que la production est sortie, vous me donnez 12,5%. On appelle ça la redevance ad valorem. Je veux venir sur l'utilisation qu'on en fait actuellement. Et puis, maintenant, l'écart entre les coûts, la production totale moins les coûts, c'est ça qu'on appelle le profit well. Donc c'est ça que, en tant que propriétaire terrien et moi en tant qu'investisseur, nous allons nous partager. Mais puisque l'État doit assurer également la sécurité et tout ce qui est dépenses régaliennes, il y a la taxe dedans. Ouais. Donc on a ce qu'on appelle la taxe well dans le cadre du pétrole. Et donc quand on fait le calcul de tout ça, nous allons nous retrouver sur les 30%, à nous partager les 30%, et dans les 30%, c'est tous les gens. Peut-être que je ne suis pas venu seul. Peut-être que je suis venu avec d'autres investisseurs. Dans le cas du Niger, effectivement, on a CNPC, on a l'État qui est actionnaire. Mais il y a également un troisième acteur qu'on appelle OPIC, qui finance les activités. Ouais. Donc les 30% sont partagés par les trois associés, qui ont signé, entre autres, ce qu'on appelle un contrat d'association. Donc, maintenant, j'ai l'association, le contrat d'association, j'ai le contrat de partage. Vous voyez toute la complexité du dispositif. Donc, c'est pour dire que quand on est dans le pétrole, et c'est pour ça que nous travaillons sur les instructions du chef de l'État, pour faire de notre société nationale une société de référence comme on en a dans les autres pays. Imaginez si c'était Sonidep qui investissait, oui, tout à fait, qui avait les contrats seuls. On récupérait tout 100%. Voilà pour vous présenter un peu, très brièvement, le contexte du pétrole au Niger à date. Mais monsieur le ministre, de 1958 à 2008, ça fait 50 ans quand même. Est-ce que les potentialités du Niger n'étaient pas considérées comme une réserve par certains pays, quand on sait que certaines recherches quand même ont été concluantes? C'est certainement, enfin, c'est le cas, d'une certaine mesure. Mais on ne peut pas engager également des travaux d'exploitation du pétrole si on n'a pas atteint un seuil de rentabilité. Et tant que le cours du pétrole est bas, parce qu'à l'époque, jusqu'en 1998, Elf avait abandonné à l'époque les permis parce que le cours était à son plus bas niveau, au niveau de à $30. À $30 le cours, compte tenu que nous sommes dans l'interland, l'évacuation étant difficile, oui, la rentabilité allait être très difficile. Mais dès lors que les cours ont commencé à grimper, c'est en ce moment que CNPC a profité de l'occasion. Et je pense que nous sommes dans une bonne dynamique, et on va certainement en parler tout à l'heure, par rapport au cours du dollar et par rapport à la guerre qu'on a au niveau du détroit de Dormuz. Une précision sur le partage des actions. Aujourd'hui, le Niger à 40%, la CNPC 60%. C'est bien cela, monsieur le ministre? Alors non, il faut que... Je n'avais pas fini d'ailleurs d'expliquer. Le dispositif que j'ai donné dans le contrat de partage, ça concerne essentiellement nos relations avec CNPC. Nous avons également, parce qu'on est dans un modèle intégré, la raffinerie. La raffinerie, c'est une société anonyme. C'est dans la raffinerie que le Niger est actionnaire à 40% et que CNPC est actionnaire à 60%. CNPC, donc, qui est l'opérateur désigné par les deux autres associés, vend du brut à Soraz pour raffiner et produire des produits raffinés. Donc, dans le contrat d'association, le Niger a 15%. Dans le contrat d'association, le Niger a 15%. Au pic à 20%. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le calcul. Vous devrez pouvoir faire l'analyse pour dire, grosso modo, dans chaque baril qui sort, le Niger a 25,36%. C'est comme ça qu'il faut faire l'analyse. Et détacher la partie production de la partie raffinerie, qui est une autre activité différente. De la partie transport, qui est également une autre activité différente. Voilà.
Mais justement là, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas trop de sociétés? Vous avez des sociétés à part de dragage, des sociétés de transport intérieur, des sociétés de transport extérieur, des sociétés de gestion de raffinerie. Ce milieu, c'est très difficile de se comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas trop de sociétés jusqu'à en venir peut-être à avoir des sociétés écrans quelque part? Je n'accuse pas. On en a beaucoup moins. Nous souhaitons, et on souhaite que dans le cadre de ces discussions, nous allons revenir dessus, nous voulons en avoir beaucoup plus. Plus on a des partenaires, moins on a des coûts cachés. Parce que moins on a ce qu'on appelle des transferts pricing, des transferts du bénéfice. Plus on a un partenaire qui concentre toute l'activité, on a des surfacturations. Dans le cas actuel qu'on a, nous avons besoin d'optimiser les coûts. Dans le domaine du pétrole, il faut avoir plusieurs partenaires. Ce qui aurait été une intérêt souhaitable pour nous, c'était d'avoir quelqu'un d'autre qui construit la raffinerie. Un autre partenaire qui aurait été propriétaire du pipe. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Dans beaucoup de pays. Maintenant, nous allons, dans le cadre de la régulation, choisir de dire peut-être que le pipe, ça va être pour nous, pour pouvoir réguler le frais de transport. Donc, si je peux faire une analogie dans les autres activités, où tout ce qui est transport, ça devait pouvoir être en fait une activité d'une société nationale. Parce que c'est déterminant, c'est, comme je disais tantôt, le modèle intégré qui permet effectivement d'attirer les investisseurs. En parlant de la raffinerie, monsieur le ministre, à l'origine, au moment où elle a été construite et inaugurée en 2011, si ma mémoire est bonne, il était question que cette raffinerie retombe dans le domaine de l'État 10 années après pour l'amortissement des coûts. Où en est-on aujourd'hui? Alors, je ne sais pas ce que vous tenez. On est dans le cas de la raffinerie dans un contexte de PPP. C'est deux partenaires qui se regroupent pour créer une société. Aujourd'hui, sur la raffinerie, je vais revenir sur les éléments, si vous permettez, un peu plus tard, par rapport à tout le dispositif qu'on a au niveau de la police, les montants que nous avons investis également et ce qui reste à investir. Le niveau du capital, on en avait parlé tout à l'heure, mais c'est une société anonyme, comme vous avez d'autres sociétés anonymes. Donc la gestion d'une société anonyme, elle doit être différente du contexte que nous avons dans le cadre d'un contrat de partage de production. Donc, je vais peut-être revenir parce qu'on m'avait demandé les actions. Voilà, on a revenu, puisque vous venez de faire quand même le rappel historique du pétrole nigérien, on a un peu compris. Hein. Maintenant, parlons des politiques et actions concrètement. Qu'est-ce qui a été fait depuis 6 mois? Alors, le diagnostic que nous avons fait, c'est que le secteur du pétrole, il y a deux types de problématiques que nous avons identifiées. Le problème structurel et un problème conjoncturel. Il fallait vider le problème conjoncturel pour pouvoir lancer et puis réaliser surtout les éléments qui sont dans la lettre de mission du président de la République. Donc nous avons, dès l'arrivée, effectivement constitué, avec les orientations du comité pétrole, constitué des workshops, donc des ateliers techniques par thème, y compris des ateliers avec les autres départements ministériels. Donc nous avons également ce qui a abouti au résultat que vous connaissez. Nous avons également travaillé sur une feuille de route qui émane de la lettre de mission qui avait été signée au ministère donc, du pétrole sur cet axe. Et nous sommes en train de finaliser un lot de textes sur le contenu local. Je reviendrai certainement sur ce thème parce que par rapport à un État jeune producteur de pétrole, les leviers sur lesquels nous allons travailler pour pouvoir faire profiter davantage du revenu du pétrole. Nous avons engagé également une série de digitalisation des processus pour être beaucoup plus efficace en interne, mais également avec les autres départements ministériels avec lesquels nous travaillons. Et puis, on a engagé, toujours dans le contexte d'optimisation des coûts, une grosse réorganisation du ministère du pétrole, en passant d'une seule direction générale à 3 directions générales, y compris une direction spécifique qui va être chargée essentiellement de la surveillance et du contrôle des opérations pétrolières, en amont comme en aval. C'est-à-dire depuis la sortie du puits jusqu'à l'entrée du baril dans le bateau. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est comme ça que nous pouvons maîtriser fondamentalement les coûts pour un État jeune producteur. Et nous travaillons également beaucoup, toujours dans le cadre de la redistribution sur la partie RSE. Comment nous pouvons en fait récupérer le montant des investissements dans le cadre des dépenses en RSE des partenaires pour pouvoir redistribuer ces éléments, ces montants-là aux populations concernées par le tracé des investissements pétroliers.
D'accord. Monsieur le ministre, parlant du contrat de partage, juste cette question, avec le recul, est-ce que ce contrat de partage a-t-il été bien négocié ou pas? Parce que souvent, c'est ce que les gens reprochent beaucoup. Quand on a vu les difficultés qu'on avait avec nos partenaires par la suite, et que beaucoup de Nigériens pensent que le Niger a été grigé dans cette affaire de production du pétrole. Est-ce que ce contrat, avec le recul que vous avez su étudier, a été bien négocié ou pas? Alors, le contrat de production, il est conforme aux standards internationaux. D'accord. Parce que, essentiellement, il faut remonter dans l'histoire des contrats, du CPP, ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Ce type de contrat est apparu la première fois en 1966, et c'était l'Indonésie qui a eu cette idée originale de dire finalement, au lieu de faire des contrats de convention, et des conventions d'exploitation, où les États ne profitaient que des taxes, nous allons demander aux investisseurs de venir et de mettre l'argent, et puis on va se partager les résultats. Mais ils prennent en charge les coûts. Vous convenez avec moi que la mobilisation des ressources coûte très cher sur les marchés. Le taux de référence en matière de récupération des coûts, c'est entre 40 et 70%. Nous avons, à l'époque, nous avions besoin d'exploiter ce pétrole. D'accord. Essentiellement, et je pense que l'histoire a donné raison que c'était nécessaire de prendre cette décision à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un modèle intégré de base vie, d'exploration jusqu'à l'acheminement du pétrole. C'est que beaucoup de pays qui produisent le pétrole n'ont pas encore. Donc, nous avons aujourd'hui ce qu'il y a, pour aller dans votre question et infumer, je dis, parce que plutôt que de dire qu'on nous a grugés, je dis dire qu'on devrait tirer les leçons de l'expérience et nous sommes en train de donner les moyens pour ramener ce taux à 50%. Maximum au lieu de 70%. Donc le Niger a été grugé? Non. Ok, d'accord. Le Niger n'a pas été grugé, c'est une question de négociation. Je dis encore, tous les pays jeunes producteurs, ils doivent jouer que sur l'optimisation des coûts. On va en parler tout à l'heure de la notion de coût, parce que en phase d'investissement, il faut juste être très regardant par rapport à qu'est-ce qui a été dépensé. Donc plus les dépenses, les coûts sont importants, moins l'État gagne. Je vous ai démontré que c'est 70% des coûts qui sont remboursés. Oui. Donc si vous convenez avec moi que 70% de 1 milliard, c'est différent de 70% de 500 millions. Donc nous devrons travailler à réduire le montant qui sera déclaré récupérable par l'opérateur privé. Pouvez-vous nous présenter le potentiel pétrolier du Niger pour que les Nigériens en saisissent les enjeux? Alors, le potentiel géologique est extrêmement important. Nous sommes de l'ordre de 70 à 90% du territoire. Et on est encadré par deux bassins. 70 à 90. 90%. En bassin sédimentaire. Il y a le bassin occidental qui descend un peu jusqu'à vers Filengue, Tonfalis. Et nous avons le bassin oriental que nous exploitons. C'est vers la zone Diado actuellement et qui est actuellement la province pétrolière parce que nous avons commencé à exploiter. Et on est à l'ordre de 6% seulement d'exploitation de ce bassin et avec des puits de profondeur entre 2500 et 4000, sachant que l'épaisseur du bassin peut aller jusqu'à 12 000 mètres. Donc nous sommes qu'au début avec 6%. Nous avons à peu près plus de 430 puits. 430 puits et beaucoup de données de sismiques 2D et 3D qui sont effectivement disponibles pour les investisseurs qui veulent investir. On a 44 blocs. Sous les 44 blocs, nous avons plus l'autorisation d'exploitation qui est avec CNPC. Nous avons 35 blocs ouverts. Aujourd'hui, tous les investisseurs qui viennent, on leur dit voilà les 35 blocs qui sont ouverts disponibles si vous êtes intéressé. Et on a 4 blocs qui sont en cours de retour dans le domaine public. Plus, effectivement, comme je vous l'avais dit, le modèle intégré, base vie, exploration, exploitation, raffinerie et puis le pipe de transport. Y compris un pipe de transport interne qui est revenu maintenant dans le domaine public. Donc, sous l'AE que CNPC exploite, c'est 112 gisements. 112 gisements. Sur les 112, aujourd'hui, on n'exploite que 33. Et nous avons un contrat avec CNPC, dans le contrat de partage qui va jusqu'à 2043.
Donc, nous travaillons plus à assurer, sur ces 112-là, avoir une stabilité, un profil cohérent d'exploitation, qu'on puisse aller rester sur les 90 000 barils d'exportation. Et on ne veut pas que ça descende. Et puis, assurer les 20 000 barils au niveau intérieur en attendant. Au moins ça. Maintenant, s'il y a d'autres partenaires qui veulent prendre sur les 35 blocs, effectivement, c'est ouvert. Mais au moins, ces 110 barils jour, il faut qu'on puisse les garder en cohérence. Oui, mais là, vous parlez de 110 barils, ça c'est avec la CNPC. Vous n'évoquez pas le cas de la Sonatrach qui va bientôt commencer sa phase d'exploitation. Si